Salut à tous! Dans la dernière vidéo, on a vu deux méthodes anciennes de chiffrement symétrique, c'est-à-dire quand on utilise la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Dans cette vidéo, on va voir les méthodes actuelles de cryptographie symétrique. Alors pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo, il faut absolument que vous sachiez ce que c'est que le binaire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder ma vidéo représentation binaire, dans laquelle j'explique en gros ce qu'est le binaire, comment avec ça on peut représenter du texte, des images, des vidéos, etc. Donc, l'information que les deux personnes s'échangent sont constituées de 0 et de 1, et non plus des lettres de l'alphabet de A à Z. On va maintenant voir une méthode de chiffrement assez semblable au chiffrement de Wigner, mais en binaire, c'est le chiffrement de Vernam. Pour chiffrer, on choisit une clé K de la même longueur que le plaintext M, on la place en dessous, et on décale chaque bit du nombre de positions indiquées par la clé. Par exemple, quand on voit un 0 dans le message M et un 0 dans la clé, on décale de 0 position, donc on laisse le 0 du message tel quel dans le ciphertext C. Si on voit un 0 dans le message et un 1 dans la clé, on décale de 1 position et le 0 devient un 1. Si on voit un 1 dans le message et un 0 dans la clé, on laisse le 1 tel quel. Et si on voit un 1 dans la clé, on décale le 1 du message de 1 position. Et comme c'est un système cyclique avec seulement deux valeurs, le 1 devient un 0. Donc vous voyez que comme avec le chiffrement de Wigner, on décale les symboles par des positions indiquées par la clé. Sauf qu'ici, il n'y a que deux symboles, 0 et 1, donc il n'y a que 4 possibilités de combinaison de clés et de messages. Je vous mets les 4 possibilités ici. Et cette opération s'appelle aussi le OU exclusif, ou XOR. On en parlera plus en détail dans le module sur le hardware. Mais en gros, lorsque les deux valeurs sont les mêmes, donc soit de 0, soit de 1, le résultat est 0, et si les deux valeurs sont différentes, donc soit 0, 1 ou 1, 0, le résultat est 1. Donc cette opération du XOR est définie pour chaque bit entre le message et la clé, mais on peut aussi la définir pour tout le message et toute la clé, c'est-à-dire que le ciphertext C est le résultat du XOR entre le message M et la clé K, pour dire qu'on a effectué le XOR sur chaque bit du message M et chaque bit correspondant de la clé. Et comme pour les autres opérations mathématiques, donc plus, moins, fois, divisé, le XOR a aussi un symbole, c'est un plus avec un rond autour. Donc on peut noter que selon le chiffrement de Vernam, C est égal à M XOR K. Pour déchiffrer, on réutilise la clé sur le ciphertext, c'est-à-dire qu'on fait de nouveau un XOR, mais cette fois entre le ciphertext et la clé pour retrouver le plaintext. On a donc M égale C XOR K. Alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires si cette opération du XOR vous paraît pas très claire, parce que c'est très important en cryptographie, on en reparlera souvent. On dit que ce chiffrement de Vernam est en un certain sens parfait, c'est-à-dire qu'on peut démontrer que si on connaît que le ciphertext et pas la clé, on ne peut rien déduire du message M. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'analyse sur les symboles les plus fréquents utilisés, etc., comme on l'a fait dans la vidéo précédente, mais pour cela il y a deux conditions. Il faut que la clé K soit de la même longueur que le message M et elle ne doit pas être réutilisée une deuxième fois. Autrement dit, à chaque fois qu'on veut chiffrer un message M de longueur L, il faut choisir une nouvelle clé de longueur L. Alors ça rend le chiffrement quasiment inutile puisque de toute façon les deux personnes doivent se rencontrer à l'avance en secret pour échanger cette clé de longueur L, autant qu'ils échangent à ce moment-là le message de longueur L. Donc Vernam est un chiffrement parfait, mais théorique. Les chiffrements actuels ne sont pas parfaits, mais utilisent des clés plus courtes que les messages à chiffrer et réutilisent la clé plusieurs fois. Alors ces méthodes de chiffrement actuelles, on les divise en deux catégories. D'un côté, les block ciphers, ou chiffrement par bloc, et d'un autre côté, les stream ciphers, ou chiffrement par flux. Alors le chiffrement par bloc, ça consiste à découper le message M en morceaux de taille constante qu'on appelle des blocs, et ensuite utiliser la clé pour chiffrer chacun de ces blocs et les combiner. Tandis que les chiffrements par flux, c'est utilisé quand on ne connaît pas à l'avance la longueur du message M, et du coup on chiffre chaque bit du message avec une nouvelle clé qui est dérivée de la clé de base. À l'heure actuelle, on a deux méthodes principales de chiffrement par bloc. D'un côté DES pour Data Encryption Standard, et d'un autre côté AES pour Advanced Encryption Standard. Je ne vais pas entrer en détail de comment est-ce que sont construites ces méthodes de chiffrement, on fera peut-être une vidéo complément là-dessus. L'essentiel c'est de savoir quelles sont les tailles des blocs et de clés utilisées et si on a trouvé des attaques sur ces méthodes de chiffrement ou pas. DES a été conçu en 1977 par IBM et utilise une technique qu'on appelle Feistel Scheme et divise tous les messages en blocs de 64 bits
et utilise une clé aussi de 64 bits. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu que le chiffrement de Wigner utilisait un nombre de clés très grand pour que ce soit impossible pour un être humain de tester toutes les clés possibles. Mais avec un ordinateur moderne, eh bien pour tester 13 millions de clés, ça prend environ 1 minute. Donc c'est pour ça que les méthodes de chiffrement actuelles utilisent un nombre de clés beaucoup plus grand encore. Alors ici, avec une clé de 64 bits, il y a 2 puissance 64 différentes clés possibles. Ça fait environ 16 milliards de clés possibles à tester. Alors est-ce que c'est beaucoup pour un ordinateur? Eh bien tout dépend. Vous savez que les ordinateurs modernes d'aujourd'hui sont déjà bien plus puissants que ceux d'il y a à peine 5 ans. En informatique, on a une loi informelle qui s'appelle la loi de Moore, qui dit en gros que la puissance des ordinateurs est quasiment doublée chaque année. Si on regarde l'évolution de la capacité des processeurs depuis les années 70, c'est une prédiction qui se confirme. Et il faut ajouter que si vous avez probablement 1 voire 2 ordinateurs, il y a des organisations qui ont des milliers d'ordinateurs dans des data centers. Donc ils peuvent se répartir les tâches de tester toutes les clés possibles. Alors pour DES, on a dit que c'était une clé de 64 bits, mais en réalité, si on regarde l'implémentation de l'algorithme, on voit que c'est seulement une clé de 56 bits, parce qu'il y a 8 bits qui servent absolument à rien. Pourquoi? Eh bien, lors du design de l'algorithme, la NSA a fait pression pour qu'on utilise seulement 56 bits. Quel est l'intérêt? Eh bien, à l'époque, dans les années 70, craquer une clé de 64 bits, c'est impossible, même pour la NSA qui a des milliers d'ordinateurs. Par contre, craquer une clé de 56 bits, ça, la NSA en avait les moyens. Donc avec une clé de 56 bits, on garantit que les citoyens ordinaires n'ont pas les moyens de craquer les communications, mais la NSA, elle, peut toujours craquer les communications pour espionner les gens. Mais depuis les années 70, eh bien, la capacité des ordinateurs a énormément évolué, le nombre d'ordinateurs a énormément augmenté, et des experts ont trouvé des attaques sur DES qui permettent de craquer des clés sans faire une recherche exhaustive de toutes les clés. Résultat, en 2012, on a conçu un système qui permet de craquer n'importe quelle clé DES en 26 heures. Donc DES est un très mauvais choix de chiffrement symétrique. Malheureusement, il est encore utilisé dans certains cas, mais la plupart du temps, on utilise un chiffrement bien plus puissant, AES. Alors AES a été conçu en 2001 par un institut américain qui s'appelle le NIST, qui ont lancé en fait un concours pour que des chercheurs du monde entier proposent des solutions de chiffrement symétrique. Et c'est 2 chercheurs belges qui ont gagné et qui ont conçu le design d'AES. AES utilise des blocs de 128 bits et des clés de tailles différentes, soit 128, soit 192, soit 256 bits. Avec 256 bits, vous avez 2 puissance 256 clés différentes. C'est absolument gigantesque, il n'y a pas de comparaison possible. Même le nombre d'atomes estimé dans l'univers est bien plus petit que ça. Et si vous aviez des milliards de superordinateurs qui chacun peuvent calculer 1 milliard de clés AES par seconde, eh bien le temps pour craquer une clé AES serait encore bien plus long que l'âge de l'univers. Qu'on utilise DES ou AES, la question se pose ensuite de comment combiner les blocs qui ont été chiffrés. C'est ce qu'on appelle les modes d'opération. La méthode la plus simple, ECB, est de juxtaposer les blocs. De cette manière, tous les blocs sont chiffrés de manière indépendante. Ça pose un problème, tous les blocs qui sont les mêmes sont chiffrés de la même manière et produisent les mêmes blocs chiffrés. Ça veut dire qu'avec suffisamment de blocs, un attaquant peut faire une analyse sur les blocs et essayer de deviner le bloc en clair. On peut prendre le cas où le message M à chiffrer est une image. Les mêmes groupes de pixels sont remplacés par un même groupe de pixels chiffrés. Donc même si l'image est chiffrée, vous voyez que le dessin est toujours visible. Pour cette raison, on utilise en général un autre mode d'opération, CBC. Selon ce mode, les blocs sont chiffrés et combinés en chaîne, c'est-à-dire qu'avant de chiffrer un bloc, on effectue le XOR de ce bloc avec le bloc chiffré précédent. De cette manière, le résultat du chiffrement de chaque bloc dépend par transitivité de tous les blocs précédents. Comme le premier bloc n'a pas de bloc précédent, on utilise un bloc généré automatiquement qu'on appelle le vecteur d'initialisation, abrégé IV. Donc pour chiffrer, on fait d'abord le XOR du premier bloc M1 avec IV, ensuite on chiffre ce résultat avec la clé, DES ou AES, et on obtient C1. Ensuite, on fait le XOR de M2 avec C1 avant de chiffrer et obtenir C2, et ainsi de suite. On passe maintenant à l'autre catégorie de chiffrement, les chiffrements par flux. Dans cette catégorie, on utilise aussi une clé symétrique et un nombre aléatoire qu'on appelle un nonce. À partir de ça, on va pouvoir générer une nouvelle clé, et ensuite on pourra générer encore une clé, etc. Et chaque clé sera utilisée pour chiffrer un ou un petit groupe de bits du message. Pendant longtemps, on a utilisé une méthode de chiffrement par flux qui s'appelait RC4, mais il était tellement mauvais qu'il est maintenant interdit.
Et pour chiffrer vos SMS et vos communications téléphoniques, GSM utilise un chiffrement par flux qu'on appelle A5. Il utilise des clés de 64 bits, mais il est considéré comme faible parce que plusieurs attaques sur cet algorithme ont été trouvées. Pour toutes ces méthodes de chiffrement symétrique, il faut que les deux parties qui communiquent se rencontrent à l'avance pour échanger la clé en secret. Pendant la guerre froide, les diplomates russes et américains prenaient l'avion avec des valises contenant des cassettes de clés symétriques pour pouvoir les échanger dans les ambassades et ensuite les utiliser dans les communications téléphoniques, le fameux téléphone rouge. Mais aujourd'hui, ça serait juste pas possible. Imaginez, à chaque fois que vous voulez aller sur Facebook, pour communiquer avec le serveur, il faudrait d'abord que vous preniez l'avion jusqu'à un bureau de Facebook, prendre rendez-vous pour échanger une clé symétrique. Donc la cryptographie symétrique ne suffit pas. Et c'est pour ça que dans la prochaine vidéo, on va parler de cryptographie asymétrique. À bientôt!